Bonjour tout le monde. Bienvenue de la part de Cœur et AVC et de la Fondation HeartLife au webinaire Il n'est pas normal d'être à bout de souffle, connaître les signes et symptômes de l'insuffisance cardiaque, agir maintenant et vivre plus longtemps. Prochaine diapo. Alors, les modératrices et panélistes pour ce webinaire, moi-même, Francine Forgette-Marin, directrice Affaires santé et recherche à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, et Charlotte Girard, personne avec une expérience vécue et membre impliqué de la Fondation HeartLife Canada. Avant de vous présenter vos conférenciers, je veux d'abord vous transmettre quelques informations techniques. Tel qu'indiqué dans la diapositive, vous devriez être en mesure d'écouter la présentation avec les haut-parleurs de votre ordinateur ou de vous joindre par téléphone. Par contre, votre micro sera désactivé. Vous pouvez également déplacer l'écran, l'agrandir ou le réduire à votre guise pour visualiser la présentation. Pour la période de questions à la fin, vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions par écrit dans la section « Questions ». Puis une fois que les conférenciers auront terminé la présentation, nous les poserons. Je tiens tout d'abord à reconnaître les peuples autochtones de tous les territoires sur lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Même si nous nous rencontrons par l'entremise d'une plateforme virtuelle, je souhaite prendre un moment pour souligner l'importance du territoire que nous considérons tous comme notre patrie. Ce faisant, nous réaffirmons notre engagement et notre responsabilité envers l'amélioration des relations entre les nations et le renforcement de notre propre compréhension des peuples autochtones locaux et de leur culture. D'un océan à l'autre, nous reconnaissons les territoires ancestraux et non cédés de tous les Inuits, Métis et Premières Nations qui considèrent ces territoires comme leur patrie. Comme vous le savez peut-être, l'insuffisance cardiaque est l'une des maladies cardiovasculaires dont le nombre augmente le plus rapidement dans le monde. Plus de 100 000 personnes au pays recevront un diagnostic d'insuffisance cardiaque cette année seulement, s'ajoutant aux quelques 800 000 qui en sont déjà atteints. Cette maladie est une cause majeure d'hospitalisation et est associée à un taux plus élevé, le plus élevé de réadmission à l'hôpital à l'échelle nationale. Nous savons qu'elle représente un fardeau important pour les personnes qui en sont atteintes, leurs familles et leurs aidants et aidantes. Elle a des répercussions sur la vie d'une personne sur 3 au pays. Ces statistiques commandent la prise de mesures et c'est notre mission de collaborer afin d'atteindre un objectif commun, celui d'améliorer la vie des personnes d'ici atteintes d'insuffisance cardiaque. Nos objectifs d'apprentissage pour ce webinaire, décrire les signes et symptômes précoces de l'insuffisance cardiaque, décrire les méthodes de dépistage, discuter de la prise en charge continue de l'insuffisance cardiaque, y compris les traitements médicaux fondés sur les lignes directrices du mode de vie et de la surveillance. Découvrir le point de vue d'une personne ayant une expérience vécue de la maladie sur la vie lorsqu'on est atteint d'insuffisance cardiaque. Discuter de connaissances concrètes sur le diagnostic, l'équipe, la prise en charge des symptômes et le mode de vie. Discuter du cadre de travail national et de l'évaluation des systèmes relatifs à l'insuffisance cardiaque par l'entreprise d'un panel. Alors, allons-y avec le webinaire. Alors, nos conférenciers pour aujourd'hui, Dr. Eileen O'Meara, qui est cardiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal et professeure titulaire à l'Université de Montréal, et Marianne Letap, qui est une personne avec une expérience vécue. Alors, c'est avec grand plaisir que je vous présente Dr. O'Meara, qui est professeure à l'Université de Montréal et cardiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal. Elle a complété un fellowship en insuffisance cardiaque et un autre en échocardiographie de stress et Doppler tissulaire. Elle détient la chaire de recherche Caroline et Richard Gironeau de l'Institut de cardiologie en insuffisance cardiaque et est co-directrice de l'axe de recherche myocardique à l'Institut. Elle est membre du laboratoire central de recherche en échocardiographie à l'Institut de cardiologie, membre du comité d'enseignement de l'Université de Montréal pour les maladies multisystémiques, membre du comité de révision interne de recherche de l'Institut de cardiologie de Montréal et chef des cliniques externes à cet institut. Elle a été coprésidente du panel principal pour les lignes directrices de la Société canadienne de cardiologie et la Société canadienne de l'insuffisance cardiaque sur l'insuffisance cardiaque et coprésidente des lignes directrices sur la protection cardio-rénale pour ces deux sociétés de 2020 à 2022. Ces recherches portent sur le remodelage cardiaque, l'inflammation et la fibrose dans l'insuffisance cardiaque,
incluant les biomarqueurs circulants et d'imagerie cardiaque, ainsi que sur les conditions comorbides contribuant à l'insuffisance cardiaque, plus spécifiquement le diabète, la maladie rénale chronique, l'anémie et la fibrillation auriculaire. Elle participe à de plus grands essais cliniques sur l'insuffisance cardiaque en tant que leader national ou membre du comité de direction. Alors, à vous, Dr. O'Meara. Merci beaucoup, Mme Forget. Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt relié à cette présentation directement et je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Toujours un plaisir d'être accompagné de ceux qui connaissent le mieux la maladie. Alors, je vais vous faire un petit peu le tour des objectifs qu'on m'avait demandé de présenter en bref. La diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, lorsqu'on a un manque de fonctionnement du cœur ou un fonctionnement inefficace du cœur, ça peut être à cause de la pompe, des valves ou des artères. Les signes qu'on peut voir comme quand on examine la personne ou la personne s'examine et les symptômes que la personne peut ressentir, un des principaux, c'est vraiment l'essoufflement, donc manque de souffle lors des efforts, parfois même jusqu'au repos. Ce qu'on appelle l'orthopnée, la difficulté de dormir avec le besoin de dormir avec la tête élevée parce qu'on a de la difficulté à respirer normalement à plat. Prendre du poids rapidement, comme plus que 3 livres en 3 jours ou 5 livres en une semaine. Avoir le ventre gonflé tout d'un coup, comme rapidement, comme s'il était plein d'eau, ce qui en fait peut être le cas. Avoir de la toux, parfois la nuit, parce que quand on est à plat, les pressions changent et puis on peut avoir une élévation des pressions dans le cœur qui peut monter la pression dans les poumons et faire tousser. Les jambes et les chevilles enflées, donc de l'eau dans les jambes, ce qu'on appelle de l'édème. Perte d'énergie, de la fatigue, manque d'appétit, si le foie et le ventre sont congestionnés, avoir froid dans les extrémités, mais comme pas depuis toute notre vie, plus récemment, les mains froides, les pieds froids, quelque chose de nouveau. Des difficultés de concentration, de la confusion qui peuvent être nouvelles parce que le débit cardiaque peut être diminué. Suivante, s'il vous plaît. Donc, quels facteurs vont augmenter le risque d'insuffisance cardiaque? Vous allez voir que plusieurs sont reliés aussi à la maladie des artères du cœur, mais d'autres pas nécessairement. Donc, le diabète, l'obésité, la haute pression ou l'hypertension artérielle, avoir fait un infarctus ou avoir des artères de bloquer, avoir des valves cardiaques de malade, on a 4 valves dans le cœur, arythmie, donc des arythmies qui ne sont pas bien contrôlées, peuvent mener à de l'insuffisance cardiaque, des maladies cardiaques congénitales ou génétiques. Je pense qu'il y a une de nos présentatrices qui va nous parler de ça. Il y a une histoire familiale dans ces cas-là, parfois de gros cœur ou de mort subite, mais des fois, on n'identifie pas tout le temps la maladie familiale. Apnée du sommeil peut être un facteur qui contribue. Les virus, certains virus peuvent attaquer le cœur. Le tabac, l'alcool, d'autres agents toxiques comme les amphétamines, la cocaïne, l'âge, le sexe et l'ethnie aussi peuvent prédire, comme par exemple, l'insuffisance cardiaque va augmenter avec l'âge, mais ça peut se voir en plus jeune âge aussi. Il y en a plus après 50 ans. Certaines formes d'insuffisance cardiaque vont être plus fréquentes chez les femmes, comme l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Puis dans certaines ethnies, on va voir plus certaines formes d'insuffisance cardiaque aussi. Suivante, s'il vous plaît. Donc, nous, ce qu'on avait mis dans les recommandations canadiennes et qui est toujours là pour le diagnostic d'un patient chez qui on suspecte de l'insuffisance cardiaque, là, je m'excuse, la diapo est en anglais, mais je vous parle en français. Donc, on regarde l'histoire du patient, l'examen physique. Ensuite, on va faire un électrocardiogramme et des prises de sang. Et celle-ci, il y a des prises de sang générales comme un bilan de santé, mais il faut ajouter à ça l'hormone du cœur ou NT-proBNP, plus grand que 125 pour dépister dans la population, ou BNP, qui est comme son cousin, 35 et plus là, dans la population. Mais c'est sûr que nos patientes ici qui ont de l'insuffisance cardiaque vont peut-être nous dire que leurs chiffres sont plus élevés ou nous en parlerons peut-être pas. Ensuite de ça, il faut obtenir une échographie cardiaque. Et ça, c'est pas partout facile au Canada. Même au Québec, il y a quand même de l'attente qui peut être parfois importante. C'est pour ça qu'on essaie de trouver des façons pour mieux trier les priorités sur les échographies cardiaques. Une fois qu'on a confirmé le diagnostic, il faut déterminer la cause et classifier selon la force de pompe du cœur ou fraction d'éjection. Donc, si la force de cœur est diminuée,
insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite, on parle d'une fraction d'éjection de 40% et moins. La fraction d'éjection légèrement abaissée, entre 41 et 49%, ou la fraction d'éjection préservée, 50% et plus. Donc, après ça, on regarde les facteurs qui ont précipité l'épisode d'insuffisance cardiaque et on débute le traitement. On peut continuer, s'il vous plaît. Donc, ici, je vous donne l'exemple d'une dame de 70 ans. Vous allez voir qu'elle a plusieurs des facteurs et des symptômes. Donc, hypertension depuis 8 ans, cholestérol, dyslipidémie, le tabac qui a été cessé depuis 10 ans, a été soufflé aux efforts depuis 6 mois et se présente pour un essoufflement progressif avec de l'orthopnée. Donc, elle doit lever la tête du lit ou mettre plus d'oreiller depuis 2 semaines. Elle prend du pyridoprine pour sa pression et de la rosuvastatine pour son cholestérol. Elle est en bon état général, poids 88, une pression à 150 sur 88. À l'examen, on remarque qu'elle a un souffle au cœur. Elle a quelque chose au niveau du bas des poumons qui dit qu'il y a un peu d'eau. Son abdomen est beau. Il n'y a pas de gonflement du foie ou de la rate et il y a une minime enflure dans les jambes. Fait qu'elle, c'est plus au niveau des poumons. On voit ici que les reins ne fonctionnent pas normalement. Le potassium a tendance à être bas. Ici, son diabète, elle n'en a pas parce qu'elle n'est pas dans les valeurs de diabète. Et le NT-proBNP, on a parlé, l'hormone du cœur, comme vous voyez, elle est quand même pas mal élevée. On parle pour ceux qui font des études d'insuffisance cardiaque, mettons, le minimum qu'on demande, c'est 300. On a dit dans la population 125, on commence à y penser. Fait que le 940, on est beaucoup dans l'insuffisance cardiaque. Le reste, on a regardé, la thyroïde était bien dans les prises de sang, le cholestérol était bien contrôlé, pas de COVID. On voit sur le rayon X un peu de l'eau dans les poumons. Et l'électrocardiogramme, il y a des petits extrasystoles ou des battements sautés, mais rien d'autre de spécifique. Fait qu'on la traite avec du furosémide intraveineux, 2 doses, puis la réévaluer. Le lendemain, elle va mieux. Elle a hâte de retourner chez elle. Elle a un poids 80, une pression 142/85. Il n'y a plus de signe d'insuffisance cardiaque. Le potassium est un peu bas. Comme on est à l'hôpital, on obtient une échographie facilement et la pompe est faible. Donc, on a une fraction d'éjection de 38%. On est dans les catégories insuffisance cardiaque avec fraction d'éjection réduite, puis ça contracte moins tout partout. Et il y a un peu d'épaississement des parois. L'oreille gauche est dilatée, puis la valve mitrale coule modérée ainsi que la tricuspide. Alors, on fait quoi? Bien, c'est ça que les patientes vont pouvoir nous dire ce qu'elles ont vécu après ça. Diapo suivante, s'il vous plaît. Nous, comme du côté médical, on va faire les étapes suivantes. Alors, on va chercher les causes les plus communes, quelle que soit la catégorie de fraction d'éjection. Et ça va être les arythmies qui sont fréquentes, mais vraiment la plus commune, c'est la maladie des artères du cœur, maladie coronarienne. Et ça, c'est 50 à 60% des cas de ceux qui ont la fraction d'éjection à 40% et moins. Mais comme j'ai 2 patients sur ma garde là, qui viennent juste de finir, chez qui on a découvert ils sont présentés pour de l'essoufflement, etc., nos signes et symptômes qu'on a vus. Puis finalement, c'était plusieurs vaisseaux de bloqués. Ils attendent tous les 2 des pontages. Les valves qui sont malades, mais on ne s'en était pas aperçu. Et si on a de l'hypertrophie des parois, on va regarder si le muscle est épaissi, est-ce que c'est parce qu'il y avait de la haute pression? Alors, ça peut être ça. Mais on peut avoir d'autres formes de cardiopathie hypertrophique, dans le fond, avec des parois épaissies. Puis on a à côté ce qui est congénital. La personne est née avec une maladie. Et là, on va aller dans les investigations plus poussées. Suivante, s'il vous plaît. Si on regarde par ailleurs les antécédents familiaux de cardiopathie dilatée, il faut toujours demander au niveau de la famille. Et je pense qu'on a une collègue là, bientôt qui va nous en parler. Donc là, on va aller à une consultation génétique, mais bien sûr, ça va être les investigations, les traitements pour déterminer que c'est bien ça la cause. Les agents toxiques, on a parlé un peu. Il peut y avoir la chimiothérapie qu'on n'a pas mentionné, que ça peut faire des années que la personne a eu de la chimiothérapie, mettons pour un cancer du sein, il va développer une insuffisance cardiaque. La grossesse, la cardiopathie péripartum, diabète gestationnel, prééclampsie. Au niveau, on a parlé des virus, alors ça peut être soit inflammatoire, infectieux ou auto-immune. Myocardite, ça, c'est associé à des virus plus souvent. Puis on a des maladies plus rares, la sarcoïdose, hyperéosinophilie, myocardite à cellules géantes et certaines maladies auto-immunes. Donc, les maladies plus rares, mais qu'on voit quand même passer régulièrement, l'Institut cardio-métabolique. On a dit que le diabète est un risque majeur. On a d'autres maladies métaboliques comme la maladie de Cushing,
qui peuvent nous faire ça. En niveau nutrition, ça, c'est plus rare qu'on va le voir au Canada, mais ça peut arriver. Malnutrition, obésité peuvent contribuer, c'est sûr. Une maladie infiltrante ou infiltrative, comme l'amyloïdose, qui est un dépôt de protéines dans le cœur, pour lequel il y a de plus en plus de recherches qui ont été faites, puis il y a maintenant de plus en plus de traitements à proposer. Une maladie de Fabry, maladie de storage du collagène. Puis dans les cardiopathies héréditaires ou génétiques, on a la cardiopathie hypertrophique, arythmogène, la non-compaction, l'hémochromatose, l'accumulation de fer. Ça, durant ma garde, on a des patients qui sont venus avec ça et 2 d'entre eux attendent des greffes cardiaques. Donc, on va aller aux analyses sanguines, à la résonance magnétique, plusieurs imageries, parfois du cœur sont nécessaires pour déterminer les causes et bien orienter les traitements parce que certaines de ces maladies ont des traitements spécifiques. Suivante, s'il vous plaît. Donc, en absence de contre-indication, tout patient devrait être traité avec la combinaison des 4 agents suivants. Donc, un ISCA ou ARA, comme on avait, la patiente était sous perindopril, mais on a comme le cousin. Et puis sinon, pas mal tout le monde devrait avoir sacubitril/valsartan, qui est de l'Entresto. Alors, ceux-là ont beaucoup été remplacés par l'Entresto ou sont en train de l'être pour les patients chez qui ça ne serait pas encore fait. Un bêta-bloqueur, donc les médicaments qui finissent en ol, qui vont bloquer le système nerveux sympathique, comme bisoprolol, carvedilol, métoprolol. Un antagoniste des récepteurs minéralocorticoïdes, comme la spironolactone et l'éplérinone, et d'autres sont en développement avec moins d'effets secondaires, pas encore étudiés comme il faut dans l'insuffisance cardiaque. Et les inhibiteurs du SGLT2 qui ont été inventés pour le diabète, mais qui sont très efficaces dans l'insuffisance cardiaque. Et ça, c'est partout dans le monde, ces 4 agents-là. C'est donc ce qu'on appelle la quadruple thérapie, que tout le monde qui a une fraction d'éjection à 40 et moins devrait avoir de nos jours. Suivante, s'il vous plaît. Donc, l'évolution des objectifs, c'est sûr qu'on a beaucoup axé dans le passé sur il faut réduire la mortalité, mais on se rend compte qu'il y a plusieurs choses qui sont importantes. Donc, notamment au niveau du patient, réduire l'enflure, faire perdre le poids qui est en trop par l'eau accumulée, améliorer la qualité de vie, la respiration, donc la tolérance à l'effort. Les paramètres hémodynamiques, ça, c'est nous qui regardons les pressions dans le cœur, la pression artérielle, le pouls, réduire la mortalité, prévenir les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, qui sont une cause majeure d'hospitalisation au Québec et partout dans le monde de l'Ouest. C'est la cause principale des hospitalisations dans les urgences. Améliorer la capacité fonctionnelle, donc être capable de faire ce qu'on veut puis avoir une bonne qualité de vie. Page suivante, s'il vous plaît. On a demandé, dans le cadre de l'Alliance canadienne pour l'insuffisance cardiaque, dont je fais partie, qui est subventionnée par les Instituts canadiens de recherche en santé, ce qu'ils voulaient les patients avec insuffisance cardiaque, c'est en 2023. Ils veulent recevoir un diagnostic rapide et exact. Les patientes qui vont nous parler de ce qu'elles désiraient. Améliorer l'accès aux soins, l'équité dans les soins, apprendre à gérer leur maladie et se sentir en contrôle. Améliorer leur accès à des informations exactes sur l'insuffisance cardiaque. Avoir accès à des conseils sur le style de vie, la santé mentale, le sexe, l'exercice dans un contexte d'insuffisance cardiaque et avoir accès à des soins virtuels, parfois des interventions innovatrices dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque. Je pense que c'est tout et je vous remercie de l'invitation et de votre attention. Merci beaucoup, Dr. Mira, pour cette excellente présentation. Ça nous a permis de mieux comprendre l'insuffisance cardiaque. Alors, c'est avec plaisir que je vous présente Marianne Letap, qui est une personne ayant une expérience vécue de l'insuffisance cardiaque. Alors, Marianne est née à Drummondville, benjamine d'une famille de 8 enfants. Elle a eu une enfance plutôt normale. En 1967, quand elle avait 5 ans, son père est décédé subitement à l'âge de 51 ans. 20 ans plus tard, en 97, sa mère est décédée subitement. En 2005, son frère aîné de 10 ans a fait un AVC, suivi d'une perte d'éjection allant jusqu'à 8 %. Il avait une cardiomyopathie dilatée sévère et 6 mois plus tard, il a reçu une greffe du cœur. Au printemps 2012, c'était le tour de Marianne. Elle a commencé à avoir des symptômes. Elle souffrait énormément émotivement, psychologiquement et physiquement. Elle a reçu le diagnostic de cardiomyopathie dilatée familiale avec une fraction d'éjection de 14 %.
Depuis, elle a survécu à 2 embolies pulmonaires et à 2 morts subites. Alors, à toi, Marianne. Tu peux y aller, Marianne. Oui, bonjour. Est-ce que je crois que je pense. Bonjour, mon nom est Marianne Letard. Francine, j'ai un petit problème. Je m'excuse tout le monde. Est-ce que On la te voit bien, on te voit bien, D'accord, et on d'accord. t'entend bien. Parfait, merci. Merci, Francine. Bonjour, je suis Marianne Letarte de Drummondville. Oui, effectivement, je vis avec une insuffisance cardiaque sévère depuis 2012. Dès l'âge de 50 ans, quand on parle d'essoufflement, euh, c'est de l'essoufflement petite. C'est pas du jour au lendemain. On se retrouve pas du jour au lendemain à puis être capable de respirer. Ça a été dans un échelonnage d'environ quelques mois, 3, 4 mois. Et puis, ont suivi tous les membres enflés par l'eau. Il y avait beaucoup d'eau sur mes poumons et tout ça. Et puis, on m'a pris en charge à l'hôpital. Ça a été quand même assez long. Ça a pris au moins 2 semaines avant de découvrir que je, je souffrais d'une cardiomyopathie dilatée, puisque mon frère avait cette maladie-là, mais c'était pas, ça n'avait pas passé à l'idée des médecins que ça pouvait être familial. Et puis, finalement, avec les tests, on a toutes les deux le même gène en génétique à l'Institut de cardiologie et au CHUS de Sherbrooke. On a découvert que nous avions le même gène. Alors, on suivi les traitements en ce qui me concerne. euh, les traitements et un suivi par l'équipe de greffe de l'Institut de cardiologie de Montréal pendant 2 ans, le suivi en équipe de greffe. Et après 2 ans, on m'a comme mis à la porte avec. J'étais très chanceuse. J'ai bien répondu à la médication. Tantôt, le docteur parlait, la cardiologue parlait de l'Entresto. Moi, ça, entre autres, ça m'a vraiment, je dirais presque sauvé la vie. Alors, c'est la recherche et puis c'est la médication qui m'a aidée et qui m'aide encore. En ce moment, je fais partie de l'insuffisance cardiaque, un suivi en insuffisance cardiaque sévère de l'Institut de cardiologie de Montréal. Et euh, grâce à la médication, qu'on ajuste encore, on est en 2024. J'ai commencé à être malade en 2012 et on est encore en train de réajuster ma médication parce que pendant mon parcours, malgré la médication, comme Francine vous l'a dit au début, j'ai subi 2 morts subites, dont une le 10 octobre dernier, une syncope suivie d'un arrêt cardiaque. Et puis là, à partir de là, j'ai un défibrillateur. Cette fois-là, c'est mon défibrillateur qui m'a réanimée. J'étais vraiment partie. Euh, et puis, je, je reprends le dessus. Euh, Ça prend beaucoup dans les émotions et dans l'esprit, dans la façon d'être, d'agir et de réagir. Euh, c'est pas évident les gens, les gens savent pas que ton cœur est si malade, ça paraît pas. Et puis, parce que il n'y a rien qui paraît si tu te laisses pas aller. Si tu te laisses aller, j'en vois quand je vais à l'Institut que, mon Dieu Seigneur, c'est pas drôle, là, tu sais. Mais moi aussi, c'est pas drôle. Mais c'est peut-être mon petit côté actrice, mais tu sais, il faut, ah ouais, le maquillage, puis les cheveux, puis juste pour pas déprimer les autres, en tout cas, puis pour moi aussi, c'est plus facile ainsi de combattre cette maladie qui est traite et qui est subite. C'est pas pour rien qu'on dit une mort subite, mais la maladie cardiaque, c'est subitement, et puis les symptômes sont, eux, progressifs. Hein? C'est progressivement où la médication peut stopper tranquillement. Mais moi, la médication a stoppé pour pas avoir de griffes. Par contre, ça n'a pas stoppé pour pas avoir de mort subite encore, là. Mais là, on devrait pouvoir parvenir à quelque chose. Voyez-vous, là, je commence à manquer à parler. C'est quand je suis fatiguée.
c'est ça paraît pas, mais moi, je le sais, là, que je commence à manquer comme de voix. Tu sais. Maintenant, ma fraction d'éjection n'est plus à 14 j'ai monté à 45, j'ai fait une péricardite, OK, et puis je suis rebaissée à 30, et puis là, je suis entre 35 à peu près de fraction d'éjection, et puis c'est possible de vivre avec une insuffisance cardiaque. Moi, ce que j'aimerais surtout, moi, ce que je demanderais surtout, c'est de l'empathie envers les cardiologues qui nous soignent, qui nous prennent en main. Ces gens-là sont tellement concentrés dans leur tête, ils nous voient juste de là à là, tu sais, juste du cou à l'estomac. Eux, c'est ça qu'ils voient, là. Ils voient rien que ça, là, cette partie-là. C'est des gens qui sont tellement intelligents, qui sont tellement concentrés sur leur travail, ils veulent sauver des vies, mais ils en perdent leur empathie. Et puis, quand on est cardiaque, on est très sensible. Alors ça, c'est une autre chose aussi que moi, je prône pour que avoir une sensibilisation, sensibiliser les médecins, les cardiologues et tous ceux qui entourent ces gens qui sont malades du cœur. Parce que le cœur, c'est la vie, hein? On veut déballer la vie tranquillement, pas vite, comme un cadeau. C'est un cadeau, la vie. C'est un cadeau, un cœur en santé. Profitez-en, ceux qui l'avaient. Et puis, surtout, appuyer les fondations des maladies du cœur. Moi, c'est ce que je trouve qui est très important. Si c'était pas de ça, j'aurais probablement été greffée comme mon frère si j'avais pas eu l'Entresto, entre autres, et plusieurs autres médicaments. Je prends 28 comprimés par jour de médicaments, de médications, qui sont toutes reliées à mon cœur, qui ne sont pas reliées à autre chose que j'ai pas aucune autre maladie. Alors, je sais qu'il y a des gens qui peuvent être inquiets, et puis, ben, je comprends, mais avec une maladie, une insuffisance cardiaque, c'est toujours inquiétant, mais honnêtement, je trouve que c'est beaucoup moins inquiétant qu'avant, euh, parce que la médecine avance et puis les gens ont plus de suivi. On fait un ECG, on fait un échocardiogramme, un électrocardiogramme, c'est-à-dire, et puis les prises de sang, et puis c'est pas long. C'est pas long, comme disait, avec le taux dans le sang ou le cœur, là, voyons, j'ai perdu le nom, les enzymes du cœur. Moi, j'étais à 630. La moyenne est on disait tantôt, entre 40 et 80. Et puis, voyez-vous, là, je parle, là, j'ai des nausées. Oui, l'insuffisance cardiaque peut donner des nausées, mais je pense que c'est peut-être plus toute la médication. Et puis, je commence à affaiblir un peu. Mais quelqu'un qui me voit pour la première fois ne peut pas savoir que je suis tellement malade. Vous savez, alors là, s'il fallait que je me mette à vouloir juste m'étendre un peu, il y en a qui peuvent porter des jugements, dire, mon Dieu Seigneur, ben, mon elle, tu sais, soyez indulgents envers les gens, vous savez pas, les maladies du cœur, c'est pas visible. C'est comme bien des maladies, là, mais c'est une maladie très, très sévère aussi. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions à poser à propos de l'insuffisance cardiaque. Et j'aimerais beaucoup. Merci beaucoup, Marianne, pour ce témoignage. Et je vous invite à vous reposer en attendant la période de questions. Alors, il va y avoir une période de questions à la fin. Et merci de bien vouloir y répondre. Alors, les apprentissages nous amènent maintenant à explorer les efforts déployés par la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC et de la Fondation HeartLife et leur collaboration vers un objectif commun qui est celui d'améliorer la vie des personnes vivant avec l'insuffisance cardiaque au Canada. Prochaine diapo.
En réponse à cette complexité et à cette gravité, de même qu'à l'accroissement du nombre de cas d'insuffisance cardiaque, Cœur et AVC a été un chef de file et un coordonnateur pour améliorer les soins de l'insuffisance cardiaque. En partenariat avec la Fédération mondiale du cœur, Cœur et AVC a eu l'occasion de tenir sa toute première table ronde nationale pour l'insuffisance cardiaque. Celle-ci a réuni des personnes avec une expérience vécue de la maladie ainsi que leurs aidantes et aidants, des spécialistes de renom de la médecine clinique et de la recherche, des décisionnaires des systèmes de santé d'importantes organisations dans le domaine de la santé cardiaque et d'autres partenaires de partout au pays, dont la Fondation HeartLife. L'objectif de cette table était de trouver des solutions durables et réalistes aux problèmes d'équité en matière d'accès aux soins et aux résultats optimaux pour les personnes atteintes d'insuffisance cardiaque d'un océan à l'autre. Un comité consultatif national élargi sur l'insuffisance cardiaque a été formé à la suite de cette table pour diriger un plan d'action canadien national pour l'insuffisance cardiaque. Ce plan s'attaque à l'insuffisance cardiaque sur tous les fronts, notamment en faisant progresser la recherche, en prévenant les lésions cardiaques, en créant de nouveaux traitements et en améliorant le diagnostic et l'accès aux soins et aux médicaments. Prochaine diapo. Le plan d'action sur l'insuffisance cardiaque vise à assurer un accès équitable et opportun à tous les échelons de soins, dans toutes les provinces et tous les territoires, tout en tirant profit de la collaboration à l'échelle nationale et provinciale pour optimiser le financement, la planification, les soins et la recherche dans le domaine de l'insuffisance cardiaque. Comme vous le voyez sur la diapo, alors il y a 5 thèmes prioritaires dans ce plan d'action. Prochaine diapo. Dans le cadre du plan canadien sur l'insuffisance cardiaque, une consultation a été menée conjointement par Cœur et AVC et la Fondation HeartLife, dont le but était d'acquérir des connaissances approfondies sur les expériences des personnes atteintes d'insuffisance cardiaque et de leurs aidants et aidants. Et cette consultation nous a permis de déterminer 5 enjeux les plus urgents en ce qui a trait à l'insuffisance cardiaque et à l'accès équitable aux soins. Alors, on parle des répercussions de l'insuffisance cardiaque sur la santé mentale. Le Dr. Mira en a parlé tout à l'heure. La façon dont les femmes vivent avec l'insuffisance cardiaque et leurs besoins particuliers, la réadaptation en cas d'insuffisance cardiaque, la définition d'une approche palliative de soins et les conséquences économiques de l'insuffisance cardiaque pour les personnes qui en sont atteintes. Prochaine diapo. Cœur et AVC a grandement contribué à la réalisation d'un inventaire de ressources et services. Les données provenant de cet inventaire-là ont permis de dresser un portrait de la prestation des soins de l'insuffisance cardiaque ainsi que des services et des ressources qui étaient accessibles aux personnes atteintes de l'insuffisance cardiaque partout au pays. Cet inventaire-là a permis de mettre en évidence des réussites, mais aussi des lacunes, des défis et des inégalités en fonction des régions en ce qui a trait à la prestation des services liés à l'insuffisance cardiaque, de même qu'à l'accès à ces derniers. Par exemple, dans le cadre du dépistage de l'insuffisance cardiaque, et comme l'a très bien mentionné Dr. O'Meara, on recommande de mesurer le taux de NT-proBNP ou de BNP. Ce sont des biomarqueurs qui permettent d'accroître l'exactitude du diagnostic. Cependant, cet examen n'est pas accessible de manière uniforme au pays. Prochaine diapo. Finalement, une initiative qui favorisera grandement l'amélioration de la vie des personnes atteintes d'insuffisance cardiaque au pays est l'élaboration d'une analyse économique relative à l'insuffisance cardiaque. Conformément à la stratégie et au plan canadien de l'insuffisance cardiaque, la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC a cru important de déterminer 2 choses: le fardeau économique associé aux hospitalisations en raison de l'insuffisance cardiaque au Canada et le fardeau des coûts des médicaments contre l'insuffisance cardiaque chez les personnes âgées au Canada. Nous avons constaté que l'insuffisance cardiaque représente un fardeau important pour le système hospitalier. Avec nos partenaires, nous nous efforçons de comprendre les points forts et les points faibles de chaque système, y compris une lacune en ce qui concerne la prise en charge des cas d'insuffisance cardiaque dans les milieux de soins primaires. Prochaine. Chacune de nos initiatives nationales contribue à guider les systèmes de santé, les gouvernements, les projets d'amélioration de la qualité
à l'échelle du pays et des provinces afin de garantir un accès équitable aux soins de l'insuffisance cardiaque appropriés et fondés sur des données probantes. La deuxième phase du plan d'action canadien pour l'insuffisance cardiaque est déjà bien avancée et met l'accent sur les responsables et les champions régionaux par l'entreprise de projets uniques dans chaque province. Il y a 3 priorités aux thèmes communs qui ont été observés dans toutes les provinces. Nous devons nous y attaquer ensemble pour mener à bien le plan d'action et exercer une influence partout au pays. Alors, on parle d'accès à des examens diagnostiques, accès aux cliniques spécialisées en insuffisance cardiaque et le transfert de connaissances aux prestataires de soins primaires. Alors, la question qui se pose est la suivante. Prochaine diapo. Comment pouvons-nous poursuivre la création de stratégies afin d'améliorer les résultats liés à l'insuffisance cardiaque partout au pays? Alors, voici quelques exemples des objectifs des activités de défense d'intérêt de cœur et AVC. Alors, assurer un accès continu à l'analyse des peptides natriurétiques dans le cadre du dépistage de l'insuffisance cardiaque, attirer l'attention de certains gouvernements sur l'insuffisance cardiaque pour qu'elle soit vue comme une priorité et s'adresser aux cliniques spécialisées en fonction cardiaque dans le but d'accroître les capacités des cliniques spécialisées en insuffisance cardiaque. Les soins de l'insuffisance cardiaque sont complexes. Les systèmes de santé coordonnés et intégrés à l'échelle provinciale et régionale sont nécessaires pour garantir que les personnes qui en sont atteintes ont un accès équitable aux soins appropriés et fondés sur des données probantes au bon moment et dans un environnement adéquat. Tous ces éléments s'harmonisent précisément avec le travail incroyable accompli avec ardeur par la Fondation HeartLife. Alors, je vais vous présenter notre prochaine conférencière, Charlotte Girard, qui va nous parler de sa passion et de son cadre pour le changement. Alors, Charlotte est une personne avec expérience vécue et aidante naturelle. Elle est membre impliquée de la Fondation HeartLife Canada, agissant à titre de championne du cœur au sein de la communauté francophone. Elle est également membre de l'Alliance canadienne pour la santé cardiaque des femmes. Elle y représente l'intérêt des patients au comité de direction à titre de coprésidente système de santé et politique. Son implication au sein de ces organisations souligne sa passion pour avoir un impact positif et promouvoir les soins de santé cardiovasculaire, en particulier chez les femmes. Alors, à toi, Charlotte. Bonjour tout le monde. Merci. Merci, Francine. Je pense que je vais débuter en remerciant Marianne pour son témoignage. C'était vraiment très inspirant. Alors, je me présente. Mon nom est Charlotte Girard. Je suis membre impliquée au sein de la Fondation HeartLife Canada. Et aujourd'hui, je vous parle du cadre proposé pour les changements dans les soins. Prochaine diapo. Alors, on a fait, la Fondation a travaillé avec, avant d'aller plus loin, je vais faire une parenthèse. La Fondation a été fondée par Dr. Gillian Coate, qui est une double transplantée cardiaque, ainsi que l'autre cofondateur, qui est Mark Baines, qui est également quelqu'un qui a été transplanté. Ils sont en Colombie-Britannique et c'est eux qui ont fondé la Fondation par des patients, pour des patients. Alors, je les représente avec humilité aujourd'hui. Au Canada, en 2023, 750 000 Canadiens ont été vivent avec de l'insuffisance cardiaque et 100 000 s'ajoutent à chaque année. Alors, si on parle de 2023 à 750 000 aujourd'hui, on est certainement à 800 000, comme mes collègues en ont parlé. En 2016, c'était indiqué qu'il y avait que ça coûtait 575 000 $ par année. Ça fait 575 millions de dollars par année aux soins en insuffisance cardiaque. Et si on prend ce chiffre-là et on le projette dans le temps, bien en 2030, ça va nous coûter 2,8 milliards d'argent qui seront requis aux soins de santé au Canada pour traiter l'insuffisance cardiaque. C'est énorme. Prochaine diapo. Alors, notre cadre est basé sur les droits des patients qui ont été bien définis par mes collègues tantôt. Merci. La prochaine, on l'a déjà vu. À la Fondation, notre mission, on a comme objectif de donner la parole aux patients afin de stimuler le dialogue
de faire progresser la compréhension de ce qu'est l'insuffisance cardiaque, d'améliorer l'accès au traitement et à la recherche et de sensibiliser à l'insuffisance cardiaque afin d'améliorer les soins au pays. Nous croyons qu'ensemble, nous pouvons créer une meilleure qualité de vie pour les gens vivant en insuffisance cardiaque. Bon, ensemble, on est plus fort. En 2023, on a lancé le cadre d'action sur l'insuffisance cardiaque, sur un plan d'action national pour apporter du changement. Ce changement-là, pourquoi on en a besoin? On en a besoin pour donner on a besoin de données quantitatives pour soutenir les recommandations du cadre. Nos décideurs politiques prennent des décisions avec des chiffres. Nos administrateurs en santé ont besoin de preuves concrètes pour développer leurs recommandations. Puis l'accès aux soins, aux thérapies et au soutien varie considérablement d'une région à l'autre. Ce n'est pas uniforme. Alors, on voit de grandes lacunes d'un secteur à l'autre, d'une région à l'autre. Et puis, comme vous le savez, chaque province est responsable de ses soins en santé. Prochaine. Alors, le cadre, c'est quoi? C'est des données de base sur la crise en santé. Il y a le taux de mortalité au pays est 30 fois plus élevé chez les 40-49 ans que chez leurs pairs. Alors, c'est une donnée qu'on veut voir changer dans le temps. C'est fournir et rembourser le test MT-Pro-BNP pour économiser des centaines de millions de dollars par année. Ce n'est pas toutes les provinces qui les remboursent. C'est créer un mécanisme d'orientation pour accéder rapidement aux spécialistes. C'est aussi identifier des stratégies de prévention primaire intégrant le dépistage systématique d'insuffisance cardiaque, par exemple par le biais d'examens de dossiers médicaux électroniques. C'est exploiter et piloter de nouvelles stratégies et approches innovantes, l'échocardiographie portable, par exemple. Il faut être capable de mesurer nos succès par des indices de mesure clés. Alors, est-ce que les patients ont reçu le traitement médical orienté rapidement après le diagnostic? Est-ce que les patients ont accès à une équipe multidisciplinaire spécialisée puis dévouée? Est-ce que les patients ont vu un spécialiste 2 semaines après avoir été diagnostiqués? Est-ce que les patients en insuffisance cardiaque font l'objet de dépistage en santé mentale? Est-ce que les patients en insuffisance cardiaque ont accès dans leur région ou dans leur communauté à la réadaptation cardiaque? C'est pas vrai pour tous. Et on parle aussi de stratégie de financement. On va investir dans l'infrastructure de diagnostic pour les soins aigus et primaires. Cela peut conduire à un diagnostic plus rapide, plus précis et permet des interventions au moment opportun. On peut soutenir la formation médicale continue chez nos professionnels de la santé sur les dernières techniques en matière de diagnostic. Il y a beaucoup de recherches qui se font, il y a beaucoup d'innovation. Il faut continuer à soutenir nos professionnels et aussi, nos professionnels, ils payent pour leur formation. Peut-être qu'on pourrait les subventionner. Cela peut améliorer leur capacité à diagnostiquer l'insuffisance cardiaque. Alors, pour nous, il est temps d'agir pour améliorer les soins en insuffisance cardiaque, pour sauver des vies, évidemment, mais améliorer la qualité de vie. C'est difficile de vivre avec cette maladie. Donc, ça, c'est une sommaire de ce que je viens de vous raconter. Puis à ce jour, on a des partenariats. On a des partenariats avec la Société cardiovasculaire du Canada. Puis on a des groupes de travail avec des personnes ayant des expériences vécues. Alors, de plus en plus, les professionnels de santé nous invitent à participer. Ils veulent entendre notre expérience vécue.
est-ce que ce qu'ils font pour nous amener vers des meilleures qualités de vie, est-ce que ça marche ou ça marche pas? C'est important. C'est ensemble qu'on va trouver les meilleures pistes de solutions. Alors, les partenariats sont importants. On a des rencontres avec les différents paliers de gouvernement, avec des discussions du cadre avec les décideurs politiques. Et on a, en février dernier, obtenu une reconnaissance au Sénat, au fédéral. On a eu également des collaborations multipartites. Et la semaine dernière, pendant notre semaine d'insuffisance cardiaque, puisqu'on a commencé la semaine dernière, on a eu des rencontres avec plusieurs provinces canadiennes au niveau politique pour présenter le cadre national. Prochaine étape. Voici tous les partenaires qui ont approuvé la charte. Notre charte a été, entre autres, présentée avec le Global Heart Hub, c'est un groupe international. Il a été adopté par 18 pays et traduit en 19 langues nationales. Oui. Puis, je vous remercie de m'avoir écouté. Puis, je vous souhaite une belle journée. Je suis disponible avec Francine. Merci beaucoup, Charlotte. Ça nous a permis de plus en connaître sur la Fondation ArtLife. Alors, nous sommes rendus à la période de questions. Alors, j'inviterai les conférenciers à ouvrir votre caméra. On a une première question. Comment réussit-on à mieux soulager la détresse psychologique, repérage ou programme chez les personnes vivant avec une insuffisance cardiaque? Bon, Charlotte en a parlé un peu, mais je me demandais si vous aviez des choses à rajouter. Alors, on pourrait peut-être vous écouter, Dr. O'Meara, et par la suite, Marianne. Je pense que les patientes vont peut-être avoir plus à dire que moi de leur œil, mais de mon côté, à l'Institut de cardiologie, à la clinique d'insuffisance cardiaque, on peut aussi avoir un lien avec des psychologues, psychiatres quand on a besoin de parler de ça. On a aussi des liens avec des patients partenaires pour ceux qui n'en connaîtraient pas. C'est sûr que les patients qui sont impliqués ici, je pense, ont pas mal de ressources. Puis, je vous dirais, il ne faut pas se leurrer. On a juste un maximum 20% de patients au Québec qui sont suivis dans des cliniques d'insuffisance cardiaque. Donc, il y en a beaucoup qui auraient besoin d'autres ressources, évidemment. Donc, je vous laisse la parole. Marianne, as-tu des choses à rajouter? Pouvez-vous reposer la question, s'il vous plaît? Oui, certainement. Comment réussit-on à mieux soulager la détresse psychologique, soit de la repérer ou par des programmes chez les personnes qui vivent avec une insuffisance cardiaque? De toute évidence, il n'y a pas assez de ressources pour nous, pour ça. On peut voir, tantôt, Charlotte disait 700 000 personnes dans le Canada qui sont atteintes. On peut-tu comprendre que ces personnes-là, en tout cas, la plupart, je n'ai pas de pourcentage, je ne pourrais pas dire un chiffre à peu près, ont besoin d'aide. Comment? Moi, ce que j'ai fait, c'est que je m'en suis remise entre les mains de mon médecin de famille. Et puis, l'aide que j'ai eue, ça a été quelquefois avec un psychologue et des antidépresseurs. Parce que je connais pas beaucoup de gens qui sont atteints de maladies cardiaques sévères, mais ceux que je connais doivent prendre ces comprimés-là aussi. Puis il n'y a pas de honte à ça, hein. Mais c'est parce que c'est normal, là, à un moment donné, ça l'atteint quand on perd toute notre force, nos énergies. Moi, je jouais au tennis 3-4 fois par semaine. Je travaillais. J'avais une vie qui, là, s'est effondrée du jour au lendemain pratiquement. Je ne dis pas ça pour me plaindre parce que je ne suis pas la seule. Puis il y en a beaucoup d'autres maladies d'autres gens qui. Mais là, en ce moment, c'est de ça qu'on parle. Alors, c'est ça. Alors, quoi faire? Mais consultez, puis parlez-en avec votre médecin de famille. Moi, là, la seule réponse que j'ai en ce moment, c'est celle-là. Bien, merci, Marianne. C'est très intense. Je sais, Charlotte,
On a parlé un peu. Aurais-tu des choses à rajouter? Toujours quelque chose à dire. Moi, je vais parler à partir de l'expérience patient. Évidemment, je suis une patiente également. Je suis une personne à qui... Moi, je pense qu'il faut il faut laisser de côté le déni. J'ai trouvé, moi, dans mon parcours, c'est pour moi. Tu sais, j'avais pas ça, moi. J'avais, oui, une maladie du cœur, mais pas d'insuffisance. Mais ma réalité est différente. Et quand je me suis approchée de la fondation, tu sais, je suis allée vers différents groupes Facebook pour voir, tu sais, il y a différentes maladies et je m'identifiais, j'avais de la difficulté à m'identifier à un ou à l'autre. Et quand je me suis joint au groupe Facebook de la fondation, j'ai rencontré des gens qui avaient des symptômes qui me parlaient, puis qui ont partagé leur expérience de vie, qui m'ont aidé à grandir et à avoir moins peur. Avoir moins peur d'en parler, d'être jugé. Alors, arrêtez pas de chercher. Oui, Charlotte, excusez Francine, mais je t'appuie là-dessus. C'est quelque chose aussi que je fais. Je suis membre sur Facebook avec des regroupements, dont le vôtre. Et puis, les gens posent des questions et entre autres, on se craint, comme on dit, là, tu sais, on s'encourage. Et puis, ah, regardons ça. Moi aussi, j'ai déjà vécu ça. Tu sais, là, qui se ressemble, ça semble. C'est une très, très bonne réponse que vous avez fait, Charlotte. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous trois pour vos suggestions. On a une autre question. Je commencerai peut-être par Dr. Amira et puis bon aussi par des expériences personnelles là, avec Marianne et Charlotte. Les biais de genre en recherche, ça me nuit-il davantage? Les maladies cardiaques sont passées sous le radar, souvent chez les femmes. Alors, Dr. Omira, vous êtes en recherche également. Est-ce que vous pourriez répondre? Oui. Ben, de mon point de vue, encore une fois, c'est sûr que c'est pas celui des patientes qui est le meilleur, mais je vous dirais, c'est vrai qu'en recherche, on a plus de difficultés à impliquer des femmes, surtout avec la fraction d'éjection réduite dans les projets de recherche. Il y en a qui disent que c'est parce que c'est moins souvent qu'elles ont la maladie. C'est un peu vrai pour ce qui est des artères bloquées, mais ça va changer avec le temps, vu que les emplois des femmes ont changé, leurs habitudes de vie aussi, etc. C'est sûr que c'est des statistiques qui sont en train de changer, mais je pense que les femmes ont peut-être aussi, ils ont tellement de choses à faire dans la vie, pas que les hommes n'ont pas de choses à faire, mais je pense qu'il y a différents enjeux non perceptibles ou pas facilement mesurables qui vont faire que les femmes vont participer moins à la recherche, puis vu qu'il y en a plus qui ont la fraction d'éjection préservée, là, dans la fraction d'éjection préservée, quand on fait des projets, on approche du 50-50 femmes et hommes. Mais en fraction d'éjection réduite, c'est un problème. Il y a plusieurs ressources en recherche actuellement qui essaient de figurer ça. Parce que c'est sûr que dans certaines cardiopathies dilatées, etc., tu as autant de femmes que d'hommes, mais des fois, ils ne veulent pas participer. Puis je pense que ça, c'est des enjeux qu'on a la difficulté à mesurer. Marianne, Charlotte, je vous invite à compléter si vous avez quelque chose à rajouter. Moi, je rajouterais, est-ce que vous pouvez reposer la question? Oui, certainement. Les biais de genre en recherche, ça me nuit-il davantage? Autrement dit, est-ce que ça diminue les biais de genre? Les maladies cardiaques semblent passer sous le radar, souvent chez les femmes. Oui, tout à fait. Chez les femmes, moi, c'est plus... c'est effrayant tout ce que j'ai entendu, là, tu sais, parce que à force d'être hospitalisée à l'Institut de cardiologie, des fois, pendant ta petite marche dans le passage, tu rencontres d'autres petites madames qui, elles aussi, sont pas là pour un mal de ventre, là, hein. On est à l'Institut de cardiologie, mais je veux dire, ils ont passé sous le radar. Il y en a beaucoup, là, parce que on est... Parce qu'il y a l'effet psychologique. Tantôt, à l'ouverture, Francine, vous avez dit que j'ai souffert psychologiquement, physiquement, émotivement. Mais oui, c'est tout à fait. Quand tu étouffes, là, et puis que tu te fais dire que ben non, c'est parce que vous êtes trop nerveuse, vous avez du stress, mais que c'est une maladie cardiaque qui fait que tu respires pas bien, ben il y a de quoi à devenir comme un peu dépressive, puis à essayer, on n'est pas comprise tout de suite.
c'est long avant que, tu sais, je ne sais pas si c'est parce qu'on est des femmes, mais c'est comme si on était mises à part un peu. euh, bon, ben, c'est parce qu'elle est stressée, la petite madame, là. Tu sais, la petite madame, ça rentre encore en ligne de compte, là. Et puis, oui, faudrait vraiment que les médecins, quand on arrive à l'hôpital, dans un hôpital de toutes les villes, les urgentologues soient ouverts un peu d'esprit que oui, la madame, elle peut avoir un problème cardiaque sévère. Puis même si elle a juste 40 ans, hein? Ça aussi, là, c'est bien fatigant, ça. C'est bien fatigant. Puis il y en a beaucoup. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de femmes qui sont hospitalisées pour des maladies cardiaques, mais souvent un petit peu trop tard. Tu sais, on y laisse un peu de notre énergie, hein. Je laisse la parole, Charlotte. Merci. Moi, je pense que au niveau médical, il y a tellement d'avancées, il y a tellement de choses, il y a tellement d'efforts de faire pour améliorer le sort des femmes. On va voir, on va voir du changement dans les années à venir. Les chercheurs demandent de plus en plus de participation de femmes chez les femmes, ou chez les deux genres. Ils essaient de plus en plus d'atteindre le 50-50 dans les projets de recherche. Et tant mieux. Alors, je pense qu'on va voir des changements. Tu sais, on ne peut pas changer hier, mais on peut travailler à améliorer demain. Puis, moi, je lève mon chapeau à l'Alliance, à Cœur et ABC, ainsi qu'à nos médecins, puisque votre travail et le nôtre, de façon collaborative, améliore les choses. C'est nous. On aurait une dernière question, Dr. Mira. On arrive à la fin de notre webinaire. Comment les usagers entrevoient la progression de leur maladie? Quelle est leur notion d'espoir avec cette maladie-là? Est-ce que ça s'est amélioré avec le temps? Ouais, je pense qu'on peut avoir différentes perceptions selon les différentes personnes. C'est ça que les gens qui ont vécu mettons, qui ont commencé à faire de l'insuffisance cardiaque il y a 15-20 ans, voient les progrès qui sont faits, un peu comme Marianne, Madame Latarte nous a parlé, tu sais, voient les effets de certains médicaments qui peuvent être vraiment, que la personne ressent, en plus de l'impact sur la mortalité puis les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Et je pense que ceux-là peuvent avoir plus d'espoir. Mais c'est certain que quand on annonce des nouveaux diagnostics d'insuffisance cardiaque, il y en a que ça passe pas. J'ai dans ma tête certaines et certains patients, surtout plus jeunes, on dirait qu'être malade comme ça à 35, 40, 45 ans, là, des fois, ça frappe fort, puis il y a comme une espèce de colère, de déni, puis bon, si vous n'êtes pas capable de me sauver, ou enfin, puis là, il y en a qui abandonnent tout leur traitement, mais je pense que c'est pour ça que de parler avec d'autres patients qui souffrent de la maladie, ça peut être vraiment très intéressant. Mais moi, j'ai vraiment confiance. Ça fait plus de 15 ans que je fais ça, puis la recherche est vraiment extraordinaire en insuffisance cardiaque. Les progrès sont remarquables. Merci beaucoup pour vos questions et aussi pour vos réponses réfléchies. Ce webinaire est enregistré et sera disponible en ligne après l'événement sur la chaîne YouTube de Cœur et AVC et sur le site web des pratiques optimales des soins de l'AVC, ainsi que sur la chaîne YouTube de la Fondation Heartline. Aujourd'hui, après le webinaire, un sondage apparaîtra à l'écran et je vous invite à remplir l'évaluation parce que ça va vous donner accès à votre certificat de participation. Pour de plus amples informations, ressources et outils, nous vous invitons à visiter les sites web de Cœur et AVC et de la Fondation Heartline, ainsi que les ressources sur la diapo que vous aurez accès quand la présentation sera disponible, ou à vous référer à votre courriel de suivi qui vous donnera une liste de ressources à ce moment-là. Alors, merci beaucoup d'avoir participé à la session d'aujourd'hui et à la semaine de sensibilisation à l'insuffisance cardiaque. Alors, au nom de Cœur et AVC et de la Fondation HeartLife, nous tenons à remercier chaleureusement nos présentateurs d'aujourd'hui et tous ceux qui ont pris le temps d'approfondir leurs connaissances et leur sensibilisation à l'insuffisance cardiaque. Alors, nous espérons vous revoir très bientôt au prochain webinaire de Cœur et AVC lors du mois de l'AVC au mois de juin, qui s'intitulera « Optimiser les soins et les résultats de la thrombose veineuse cérébrale, combler l'écart entre les données probantes et la pratique ». Alors, je vous remercie infiniment et prenez soin de vous.